Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 87 d'Ose écrire. Et aujourd'hui j'accueille Marie, avec qui on parle de son livre Nos ailes audacieuses. Et vous verrez, l'audace prend effectivement une très grande place dans le parcours de Marie, et il est passionnant et très inspirant à plein d'égards. Je vous laisse découvrir tout ça, vous verrez, j'ai été particulièrement touché, et très bonne écoute. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach, et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Ok, bah trop cool. Bah écoute, on va pouvoir parler du coup, j'ai noté sur le côté là, nos ailes audacieuses. Et moi j'aime Ouais, bien, j'aime bien toujours parler des titres parce que je trouve ils sont toujours très évocateurs du message. C'est quelque part la manière la plus courte qu'on a de partager ce qu'on va mettre dans notre livre. Et c'est pas forcément évident de choisir un titre. Le tien me parle pas mal parce que j'aime bien le mot audace. C'est un mot mmh, qui me parle beaucoup. Euh, et j'aimerais bien, en fait, j'ai envie de commencer par là presque. Euh, OK. comment euh, comment t'as choisi ce titre? À quel moment dans le processus de, Alors, de dans le création? processus, je pense que j'ai choisi à la fin. Ou du moins quand j'avais écrit le premier jet, que j'avais à peu près cerné mes personnages, que je savais l'arc de transformation que je voulais leur faire vivre. Et bon, c'est un roman qui parle d'aviation, mais aussi et surtout de femmes qui se retrouvent face à des difficultés dans leur vie, qui vont se retrouver avec des bâtons qu'on leur met dans les roues, que ce soit la société ou la vie en général, et qui vont devoir faire preuve d'audace pour aller au bout de leurs rêves et aller chercher ce qu'on leur autorise pas à avoir. Et moi, je suis d'accord avec toi, j'aime bien le mot audace. Et c'est quelque chose qui me porte aussi dans ma vie de tous les jours, où je me dis toujours que si j'ose pas, si je fais pas preuve d'audace, j'aurais pas ce que je souhaite. Donc c'est pas tous les jours facile, hein. Enfin voilà, je me dis toujours si on te dit non, bah au moins tu sais, t'es fixé. Et que si tu restes comme ça avec j'y vais pas, bah au final enfin, le résultat est le même. Donc au final ose et au mieux t'as un oui et au moins t'es fixé et t'avances. Donc voilà, l'audace, le courage, c'est pas des notions très faciles à définir, mais c'est inspirant et c'est quelque chose qui me porte. Donc j'avais envie que ça résonne dans le titre. Et nos ailes audacieuses, ben c'était, je voulais l'utilisation du mot no parce que pas les ailes audacieuses pour que ça je veux dire ça résonnait pas avec les autres, enfin je voulais que ça implique le lecteur et que ça appelle sur la table en librairie. Donc voilà, j'ai pas mal brainstormé, je me souviens plus d'ailleurs, je dois avoir gardé la feuille avec tous les essais de titres, enfin l'audace de nos ailes, enfin j'avais inventé tout plein de trucs pour essayer de trouver ce qui résonnait le mieux, avec d'autres mots que l'audace aussi. Donc, faudrait que je pourrais le retrouver, mais ça doit traîner dans toutes mes notes. Mais au final, c'est resté sur ça. Et ma maison d'édition a pas du tout évoqué le fait de changer et elle est restée sur ça. Donc, j'étais contente parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Quand on a brainstormé et qu'on s'est creusé la cervelle pour essayer de trouver un titre et qu'on en est content, parfois, si on nous propose autre chose, je pense que ça peut être un peu douloureux. Mais bon, j'ai Ouais. eu la chance que mon éditrice me suive sur le titre. Ouais, c'est pas évident. Il y a un peu de. Parfois, t'es frappé vraiment comme une épiphanie. Tu penses à un truc et tu fais OK, en fait, il n'y a pas le choix, ça sera celui-là. Et parfois, effectivement, c'est un peu plus long dans le processus et ça arrive Mm, un peu à la fin parce que t'as besoin d'avoir un peu, comme tu disais, un peu tous les pans de ton histoire. Là, en mm, l'occurrence, le tien, il est hyper bien choisi parce que du coup, bon, monde de l'aviation, l'audace derrière qui du coup rappelle le thème dont tu parlais. Et effectivement, je trouve que le no, il rattache pas mal, il implique le lecteur. mm. Et il renvoie un truc de attends, et si moi j'étais audacieux aussi. Et là Mm. je dis ça sans vraiment savoir ce qu'il y a dans le livre, mais je Ouais. trouve que tout de suite ça appelle, ouais, ça appelle. Donc Quand bien j'ai joué. travaillé le roman, j'ai fait la phase de premier jet et ensuite je l'ai envoyé en bêta lecture. Et la remarque d'une des bêta lectrices, justement, c'était d'essayer de rajouter un prologue.
qui happe tout de suite la lectrice et le lecteur sur justement qu'est-ce que je fais de mes rêves et est-ce que je mets en route tous les artifices pour Mhm. essayer de tous les mécanismes pardon pour essayer de les atteindre. Donc il y a au début du roman un petit prologue justement pour faire résonner le titre directement et permettre d'ouvrir l'histoire avec cette notion-là. Donc Ah, c'est beau ça, c'est beau, c'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Et toi, du coup, est-ce que tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, que du coup, tu faisais preuve d'audace aussi dans ta vie de tous les jours. Euh, Est-ce que qu'est-ce qui t'a appris ce livre sur ton audace à toi? ouais, alors bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman-là. Commence par où Donc tu veux. bon, là c'est mon deuxième roman, mais je l'ai écrit du coup en 2022. Ok, Donc c'était juste après le décès de mon père, donc presque 1 ou 2 mois après. Et c'est une période où j'écoutais et je consommais beaucoup de podcasts. Et beaucoup de podcasts inspirants. Et j'étais tombée sur à l'interview de Dorine Bourneton, qui est une pilote de voltige aérienne qui est paraplégique. ok. Et en fait, l'écoute de ce podcast-là m'a vraiment inspirée et j'ai passé toute une nuit à brainstormer. Enfin, j'ai vraiment fait une nuit blanche où je me suis retrouvée avec mon application de notes blindée d'idées dans tout ce qui partait dans tous les sens. Et en fait, j'ai écrit ce roman-là assez rapidement. En l'espace de 3 mois, j'ai fait le premier jet parce qu'il s'avère que j'étais enceinte de mon troisième enfant. Donc, en fait, la deadline de fin d'écriture, fallait absolument que je l'ai terminée avant d'accoucher parce que je savais qu'après, je serais engloutie dans les biberons, les couches, les nuits sans sommeil. Donc, j'avais absolument envie de terminer l'écriture de ce livre-là au plus vite. Et, bon voilà, après comme j'ai accouché et que je l'ai laissé reposer, j'ai pu le reprendre après et faire la correction. Et en fait, j'avais en ligne de mire quand j'ai écrit ce roman-là, l'envie de participer au Grand Prix du romanesque des éditions Charleston. Ok. Donc bon, je savais que je pourrais pas participer à l'édition de 2024 du coup ou 2023, je sais plus, enfin je suis perdue dans les dates, mais du coup en fait quand je l'ai retravaillé, donc l'année 2023, je l'ai du coup fait lire à des bêta lectrices professionnelles qui m'ont fait des retours, je l'ai retravaillé, je l'ai fait relire, enfin voilà, donc en termes d'audace, je pense que enfin c'est aussi le fait de s'accrocher et de pas lâcher et d'avoir ce rêve-là en ligne de mire. Et donc je l'ai soumis en décembre 2023 au concours. Et en avril 2024, j'ai reçu un mail pour me dire que j'étais finaliste. Donc ça, c'était pour moi incroyable parce que je me suis dit, ok, t'as osé, t'as fait preuve d'audace en te disant, non mais pourquoi pas moi? Et ben t'es dans les 3 finalistes. Donc ça, c'était incroyable. Donc portée par cet élan-là en me disant, non mais allez, c'est bon, ça va le faire. J'ai fait preuve d'audace. Ce livre, il est vraiment enfin, il transmet un message d'espoir et de résilience. Enfin, j'avais vraiment envie qu'il aille jusqu'au bout. Et donc les résultats sont tombés en juillet. Et en fait, j'étais en lice avec une autre finaliste. Et le jury a eu besoin d'1 semaine supplémentaire pour se mettre d'accord. Et bon, il s'avère que c'est pas moi qui l'ai eu, c'est l'autrice Garance Solvay qui a été retenue. Donc félicitations à elle. Mais bon voilà, du coup, pour moi, c'était incroyable d'être arrivée deuxième de ce prix-là, qui était en plus dans une maison d'édition assez prestigieuse dont je lis quasi tous les romans. Enfin voilà, c'était incroyable pour moi, mais ça m'a donné vraiment confiance et ça m'a redonné de l'énergie aussi pour continuer de croire en ce livre et continuer de faire preuve d'audace et de chercher une autre maison d'édition. Donc bon voilà, je suis repartie en fait dans tout un cycle de dossiers de soumission, de mails à des grandes maisons, à des maisons de moyenne taille, de plus petite taille. Enfin voilà, j'ai échelonné en fait tous mes envois au fur et à mesure du temps sur l'année 2024-2025. Et du coup, j'ai eu la bonne nouvelle des éditions Pélagie sur l'été, donc qui a accepté mon manuscrit. Donc là, pareil, du coup, c'est un retravail main dans la main avec l'éditrice, avec l'assistante d'édition, pour essayer de porter le manuscrit sur la version la plus aboutie possible. Donc voilà,
c'est de l'audace en fait finalement par petites touches, hein, c'est pas des grands éclats flamboyants, mais c'est aussi passer par des moments de découragement et de déception et de se dire bon, juste regarder dans le rétroviseur et se dire bon ok j'ai fait tout ça, c'est quand même chouette comme parcours. Ok, là, ça a pas marché. Bon, j'ai pas eu le prix. Bon, ok, cette maison-là a dit non. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai quand même eu un retour qui était positif. Et puis continuer de chercher jusqu'à trouver la bonne personne avec qui ça match, avec qui on travaille bien et qui va porter ce roman-là avec enthousiasme. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Donc, Je trouve que alors j'ai déjà commencé par te dire bravo parce que franchement c'est hyper inspirant comme parcours et je trouve que tu vois quand tu parles du démarrage de l'écriture de ce livre, ça part d'une situation qui est somme toute triste et t'en fais quand même quelque chose d'extrêmement positif derrière et ça voilà pourquoi, du coup, merci de témoigner aujourd'hui parce que bah peut-être que ce témoignage que tu fais aujourd'hui, il va peut-être lancer quelqu'un. Et j'adore cette boucle de savoir que tu as écouté cette pilote qui, toi, t'a donné l'énergie pour te lancer. Et bah peut-être que, en fait, non, je suis même sûr que tu donneras cette même énergie à quelqu'un d'autre. Et j'aime beaucoup cette boucle infinie de partage. Donc bravo pour tout ça. Et, merci. et quelque part, la plus belle des audaces, moi je trouve que c'est l'audace qui tient sur le long cours. Euh, Parce que c'est tellement plus dur d'être audacieux plusieurs fois de suite pour le même projet plutôt que de quelque part essayer une fois puis d'abandonner quoi. Et même s'il n'y a pas de mal à la fin, hein, mais ouais, une vraie Mais belle preuve oui, d'audace. je suis d'accord avec toi sur le tenir sur le long cours, c'est là comme ça, voilà, c'est facile pour moi de le dire Ouais. de là où je me trouve, mais bah quand j'ai pas eu le prix, quand les maisons d'édition me disaient non, même en ayant voilà été finaliste de ce prix-là, ça a pourtant pas marché sur d'autres maisons d'édition. Enfin, c'est pas forcément facile à ce moment-là. Mm. Faut essayer de prendre du recul et se dire ok, c'est pas grave. Et c'est le moment aussi où je me disais c'est pas grave, je fais autre chose. Je mettais l'écriture de côté, ça me permettait de me nourrir autrement avec des films, beaucoup de lectures, des visites de musées, enfin des choses qui en fait finalement sont venues nourrir ma créativité à un moment où en fait j'avais plus de jus sur le plan de l'écriture, ni sur le plan de la promotion de mon premier livre, ni pour essayer de trouver une autre maison pour ce roman-là. Pour le deuxième, il y a vraiment des moments où je suis au fond du gouffre et où je me dis puis c'est le moment où pour le coup je fuis les réseaux sociaux parce que bah l'algorithme montre les Des contenus réussites. qu'on consomme habituellement où on Ouais. voit les autres qui réussissent et c'est des moments où c'est ça peut être difficile aussi où on se dit mais j'y arrive pas et ça décolle pour les autres, mais pas pour moi. Mais ce que ça m'a appris sur ces 2, 3 dernières années, c'est qu'en fait, c'est par cycle. Enfin, c'est par vague en fait. Il y a des Mm. moments où ça va bien pour nous et où ça va pas pour les autres, mais où en fait on le voit pas parce qu'on communique pas spécialement quand ça ne va pas et à l'inverse enfin les flux s'inversent en fait donc j'ai appris à prendre ce recul là et à me réjouir en fait pour les autres et à m'en inspirer en fait à me dire ok bon bah c'est un espoir s'il y en a pour qui ça marche et la manière dont ils communiquent et voilà ça vient nourrir en fait ma créativité et mon désir pour plus tard donc souvent je prends des notes je regarde un peu comment les gens font pour pouvoir après ben réajuster et remettre ça en œuvre avec bah, mes propres billes, ma propre plume et ma propre manière de m'exprimer sur les réseaux. Donc voilà, c'est voilà l'audace sur le long cours, je suis d'accord, mais du coup faut juguler avec des périodes up et des périodes down où c'est parfois difficile et où parfois bah voilà on est aux anges et faut profiter de ce moment-là. Mm. On a tendance à oublier que si on avait que des périodes de up, elles seraient pas du tout up en fait, puisque tout est up, plus rien ne l'est. Donc c'est Ouais, et au puis ça a regard plus de des saveur. périodes de down, exactement. Et tu Mm. as partagé quelque chose qui est très très important, c'est le regard qu'on peut porter sur les autres qui réussissent. Euh, on pourrait penser qu'ils piquent notre place ou j'en sais rien. Au contraire, si ça dit bien une chose, c'est que c'est possible. Donc si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas toi? Alors Ouais. bon, je sais que quand on dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est réel quoi. Donc
Ouais. Après, j'ai la chance C'est- d'être entourée de co-auteurs, co-autrices qui sont très bienveillants et Ouais, avec un c'est vrai vrai. soutien dans les MP ou dans les commentaires. Enfin, voilà des échanges à cœur ouvert où on se dit purée là je suis vraiment en train de galérer et la personne bah non et elle va m'encourager et, me redonner envie de continuer et de rien lâcher et à l'inverse des situations où je peux moi les encourager parce que pour elles c'est un peu plus compliqué à cette période-là. Enfin, c'est ça la magie des réseaux aussi, c'est que Mm. ça renvoie parfois un miroir très dur, mais que ça permet quand même de lier des liens avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, et qui pourtant connaissent énormément de choses sur nous et qui sont en capacité de nous soutenir quand on chute. Donc ça, Mm. c'est vraiment cool. Et tout à l'heure, quand tu as commencé à raconter l'histoire du roman, tu disais du coup que tu l'as écrit en 3 mois, donc c'est un premier jet en 3 mois, c'est Ah oui, mais c'était un premier jet horrible, hein. ouais, bien sûr, mais quand même, C'était surligné de c'est partout et tout. bien sûr, mais premier jet quand même, tu vois. Et après, effectivement, chacun a un peu aussi sa manière de faire un premier jet. Il y en a qui sont plus ou moins perfectionnistes, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, qui travaillent plus ou moins leur premier jet. Euh, ce qui m'impressionne dans ton partage, c'est que en étant enceinte et en te disant, bon bah dans 3 mois de toute manière, je vais accoucher, t'aurais pu te dire, j'exploiterai cette idée plus tard. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as saisi tout de suite? Bah, à cette période-là, en fait, j'étais en arrêt de travail, donc j'avais toutes mes journées. Et en fait, je venais de finir la correction de mon premier que j'avais envoyé en bêta lecture. Et Ok. dans l'intervalle de temps, en fait, où mon premier roman était en bêta lecture, je tombe sur l'écoute de ce podcast avec Dorine Bourneton. J'ai cette épiphanie où voilà, je note pendant toute une nuit blanche toutes mes idées. Et en fait, bah, ça m'a relancé sur ce projet-là. Et comme en fait mon premier était en bêta lecture, j'avais du temps, enfin du Hmm. temps. Les retours sont venus assez rapidement, mais j'ai vraiment voulu terminer ce roman-là le plus vite possible. Et pour le coup, moi ma technique c'est d'écrire sans me retourner. Mais je travaille sur plan aussi. Donc voilà, c'est je bosse mon plan avec un fichier Excel avec voilà une page par chapitre et donc je sais exactement où je vais quand j'ouvre ma page. Mais par contre mon premier jet il est truffé de retravailler cette description, refaire passer telle émotion. Enfin je me donne des indications pour la moi de plus tard pour De la plus tard. correction pour me faciliter la chose. Donc c'est très drôle à relire quand on l'a laissé de côté pendant 3 à 6 mois. Voilà, je me mets des petites blagues qui me permettent de revoir exactement où est-ce que je voulais en venir, mais ça me permet en fait de faire une grosse trame. En fait, c'est presque un G0 en fait. Ouais. J'ai travaillé mes scènes, mais après, enfin, je remodule énormément de choses. Hmm. En Mais je tout pense que cas, c'est le... la phase de correction dans ma manière de travailler, elle est hyper importante quoi. J'ai vraiment un gros travail de correction. Bien sûr. Mais c'est un lâcher-prise qui est important sur ce premier jet, justement, de se libérer ok, de toute façon, c'est pas parfait. Voilà. Et je trouve que le prendre avec un peu humour, je suis un peu comme toi, moi. Moi, je me mets toujours des Mais commentaires en c'est pas disant genre, facile. ouais, c'est pas facile, je suis d'accord. Mais tu vois, moi, j'ai appris, alors après, c'est quand tu apprends aussi à connaître la manière dont tu fonctionnes. Moi, je Oui. sais que si je me mets à corriger, c'est la catastrophe et c'est la boucle infinie dans Ouais. laquelle tu sors jamais, tu vois. Du coup, moi, j'ai Oui. appris à le prendre avec beaucoup plus d'humour et quand je relis un truc et je sais qu'il va falloir absolument que je le change, moi, je me tacle un petit peu, tu vois. Je me fais des blagues, je fais, ah là, ça, Ouais. c'est vraiment naze. Va falloir que tu retravailles ça, si, si. Et en fait, paradoxalement, ça facilite énormément l'écriture du premier jet, puisque tu lâches prise. Tu vois, t'es vraiment dans le Ouais. truc, ok, j'explore. Et après, quand tu reviens sur la première relecture, par exemple, en vrai, c'est un peu marrant quand même. Et tu fais, putain, ouais, il y a vraiment des trucs que j'ai écrits, ah, quelle catastrophe. Et je trouve que ça remet un petit peu d'entrain aussi dans parfois ce phénomène de réécriture qui peut paraître un petit peu rigide ou robotique parce que voilà, c'est de la correction, tu connais déjà ton histoire. Mais en fait, voilà. Donc c'est le petit truc que moi Mm. j'ai trouvé, c'est de me faire des blagues aussi, ouais. Ouais. Mais moi j'aime bien la phase de correction parce que ça permet de creuser, d'affiner. Enfin, c'est là que les jeux d'écriture rentrent en compte parce que le Hmm.
premier jet, j'ai vraiment besoin de poser mon histoire, de voir si ça se tient. Et c'est vraiment le squelette, quoi. Après, l'habillage des émotions, le jeu des cinq sens, les descriptions, le travail des dialogues, ça vient vraiment dans un second temps pour moi. Enfin, j'arrive pas à vraiment passer trop de temps. Mais c'est un écueil que j'avais sur les premiers manuscrits que j'ai écrits, où je suis jamais allée jusqu'au bout quand j'étais plus jeune, mais parce que je relisais, je re-relisais, je re-recorrigeais, enfin ce que tu évoquais. Ouais. Et le fait de, pour mon premier, j'ai fait comme ça, le premier où je suis allée au bout. Je me suis dit, ok, j'ai écrit, mais je ne relis pas. Mais même la veille pour le lendemain, le jour même, je relisais jamais ce que j'avais écrit la veille, en fait. Enfin, si, peut-être les quelques paragraphes d'avant, juste pour me remettre dans la scène si j'étais arrêtée coupée au milieu d'un chapitre. Mais sinon, début de chapitre, bah finalement, j'ouvrais pas, enfin, je remontais pas le document Word pour relire le dernier chapitre. J'ouvrais mon document Excel en me disant, ok, c'est quel chapitre que j'ai à écrire aujourd'hui, Mm. et je me mettais dans le vibe, la vibe du chapitre actuel, quoi. Et c'est pas mal dans le sens où quand on le relit avec cette pause là, moi je laisse souvent 2 à 3 mois de temps de pause pour vraiment oublier ce que j'ai écrit avant de le relire en entier. Ça me permet de voir la dynamique du manuscrit et de voir ce qui pêche sur les bascules entre les chapitres, voir ce qu'il faut que je remodifie au fil de l'eau sur la, la fluidité de l'histoire. Donc après, c'est sûr qu'il y en a qui ne travaillent pas du tout comme ça. Ouais, c'est en fait, mais Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu te rends compte et tu vois à force d'avoir discuté avec des auteurs, c'est marrant, c'est que je me reconnais toujours un petit peu dans chacun, tu vois, il y a toujours des mm, morceaux, voilà, mais dans la globalité, je pense que c'est un peu pareil pour tous les auteurs, mais tu remarques bien qu'en fait chacun a sa méthode de fonctionnement. mm. Et et en fait, c'est pour ça que bon, voilà, c'est moi je passe mon temps à taper un peu sur les méthodes secrètes qu'on balance à droite à gauche, tu vois, parce que je suis pas du tout fan de ce principe-là et je pense que l'écriture c'est un processus qui est tellement long et tellement personnel que tu es obligé à un moment de passer dans une espèce d'introspection en te disant ok comment moi je fonctionne et comment j'ai envie de fonctionner pour réussir à ancrer ce truc-là pendant des mois pour arriver au bout de ça quoi. Et et donc c'est toujours marrant de voir que voilà il y a toujours des petites similitudes euh, et et j'en ai oublié Ouais, ma il question. faut Non, aller choper l'inspiration. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans les interviews d'auteurs, en fait, finalement, c'est de dire, ah, un tel fait comme ça, peut-être que si j'essayais, et finalement, j'ai affiné comme ça sur l'écoute de podcasts depuis plusieurs mois, années hmm. même, où je me dis, ah, bah, je pourrais effectivement faire comme ça, et il y a des choses qui ne me conviennent pas du tout, puis d'autres finalement que j'ai fini par intégrer, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et alors là, je mets un disclaimer entre guillemets, c'est que ça, c'est une technique efficace quand on le fait en conscience. Tu vois, quand on est dans la recherche de dire, ok, j'ai besoin de me connaître pour trouver ma méthode, et donc je vais effectivement pour chercher et trouver des idées, je peux aller regarder à droite à gauche, tu vois. Mm. Mais si tu le fais dans une démarche de dire, putain, ce que je fais, c'est nul. Un tel a réussi, je vais copier ce qu'il fait. Et donc je vais Mm. aller me comparer et copier là-bas. Là, on fait pas les choses en conscience. Et ça peut devenir dangereux. Parce qu'en fait, c'est un piège. Tu vois, tu tombes dans le, ok, je suis obligé de faire comme quelqu'un parce que lui, il a réussi. Et là, tu t'éloignes complètement de ton unicité à toi. Mm. Et donc, c'est le seul petit point d'attention que je mettrais dans cet aspect d'aller chercher de l'inspiration. Mm. C'est qu'il faut toujours le faire en conscience pour pouvoir l'intégrer soi-même, tu vois. Mm, Et ce c'est qui est ça, marrant, faut le c'est voir que comme un test, en fait. Mm. ouais, exactement. Et Mm. on a tendance un peu à l'oublier parce que dans l'émulsion d'une nouvelle idée, tu vois, voilà. Mais mais voilà, c'est chacun trouve après son petit truc. Et Mm. toi, en- entre tes premiers manuscrits et du coup le premier que tu termines vraiment, c'est quoi le déclic qui te fait dire ok, pour l'instant j'ai eu un fonctionnement qui est pas à moi et je vais tester autre chose. Mm. Alors, entre mon premier roman que j'ai terminé vraiment de A à Z, premier jet terminé, correction, envoi en bêta lecture, etc., et les manuscrits que je tentais d'écrire il y a 12 ans. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans d'études de médecine entre deux. C'est-à-dire que j'écrivais beaucoup, beaucoup quand j'étais, enfin, ouais, c'est le truc cliché, quoi. J'écris depuis que je suis toute petite, etc. Voilà. Hmm. J'écrivais pas mal de petits textes. J'aimais beaucoup la poésie. J'avais tenté un roman fantasy quand j'avais 10-12 ans parce que j'étais tombée dans la marmite du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Incroyable. etc. Je ne l'ai jamais terminé, mais bon, je pense que j'avais l'immaturité
de stage-là où voilà, j'arrivais pas. J'avais quand même terminé un manuscrit quand j'avais 10 ou 12 ans sur une histoire dans la Grèce antique, enfin la Rome antique, pardon. Mais voilà, je l'ai relu il y a quelques années quand j'étais retombée dessus chez mes parents. Voilà, ça avait le mérite d'exister. J'avais réussi à faire une trentaine de pages. C'était une histoire qui se tenait, mais pas publiable en l'état. Donc voilà, après il y a eu ce roman fantasy là que j'ai pas terminé, et puis après un roman sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai commencé à 15 ans et que je me suis traînée pendant 12 ans. À chaque fois que j'étais en vacances, pendant mon externat, mes études de médecine, etc., j'ai essayé d'avancer sur ce manuscrit. Mais c'était, enfin déjà c'était un projet titanesque. Je pense que j'avais pas confiance, n'ayant jamais écrit un roman de A à Z. Mhm. Donc je dois avoir 120 pages Word quand même bien tassées dans un coin de mon PC, mais je les ai jamais reprises et j'ai jamais creusé. Et bon voilà, c'était l'écriture était vraiment partie dans un coin vraiment à la marge de ma vie avec toujours beaucoup de lecture, mais cette envie d'écrire qui persistait, mais où j'avais pas la place en fait entre les gardes aux urgences en réa, enfin l'internat, c'était compliqué, le enchaîner après avec la thèse, le clinica, enfin voilà, j'avais pas le temps en tout cas pour l'écriture de fiction, donc c'était plus des petits textes comme ça, des poèmes, mais vraiment à la marge en fait. Et donc après cette traversée du désert créative de 12 ans, en fait j'ai le déclic en fait c'est un truc assez dramatique, c'est que j'ai perdu une de mes filles du coup pendant ma grossesse. Donc bon c'était un décès in utero juste au dernier mois. Donc quand je suis allée à la maternité pensant accoucher, en fait, la gynécologue n'a pas trouvé le cœur qui battait, donc voilà, elle était décédée in utero. Donc à ce moment-là, moi, ma vie a volé en éclats, quoi. C'était quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Et j'avais beau être pédiatre, médecin en soins palliatifs, je crois que quand on est confronté à la mort de son propre enfant, c'est voilà, on n'est jamais préparé. Et donc bah en fait j'ai été arrêtée incapable de retourner au boulot à ce moment-là et j'ai été soutenue entourée par ma famille par des professionnels, mais pour autant j'étais pas capable de retourner travailler et je me suis dit bah qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te remettre un pied dans la vie et que tu réussisses à te projeter dans l'avenir. Et c'est cette idée-là qui m'est revenue en fait, l'écriture. T'as toujours eu envie d'écrire un roman. Euh, Bah là, je pense que c'est le moment en fait, à des journées entières qui sont désœuvrées. Donc ok, c'est bien d'aller marcher, d'aller parler à ta psy, d'être soutenu par l'association de parents endeuillés, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose de ça. Et du coup, c'est là que je me suis mise à écouter des podcasts d'écriture en fait, parce que bah, j'étais complètement perdue, j'avais zéro notion. Enfin voilà, j'avais, mon manuscrit de 120 pages Word que je me traînais depuis 10 ans, que j'essayais d'écrire à la marge à chaque fois que j'étais en vacances. Et je me suis dit, ok, là faut que tu y ailles, tu reprends ce truc-là et t'essayes d'en faire quelque chose. Et donc en écoutant en fait, j'ai détapissé toute ma maison parce que j'avais besoin de m'occuper l'esprit et les mains à ce moment-là. Et en écoutant des podcasts d'écriture, et en fait, je suis tombée sur le podcast de Lucie Castel qui Ouais. fait la Bon. formation Licard. Ouais. Et elle ouvrait les portes de sa formation 2, 3 semaines après. Et en fait, je me suis dit bon, ok, là, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Donc, du coup, je me suis inscrite à sa formation et bah, j'ai suivi les cours, j'ai envoyé mes premières pages. Enfin non, je m'égare quand même. Je n'ai pas du tout travaillé sur mon roman de Seconde Guerre mondiale finalement, tu vois, parce qu'en Mm. fait, en écoutant les cours, on nous demandait de brainstormer sur nos romans. Et en fait, c'est une autre histoire qui a toqué à la porte. En partant d'un prompt en fait voilà d'une idée qui avait été soumise comme ça et je me suis dit, ah mais en fait je crois que j'ai quand même envie d'écrire un peu sur la médecine et sur ce que j'ai vécu en tant qu'interne dans un service d'onco puis en tant que médecin senior dans ce service-là et en fait j'ai complètement laissé de côté ce roman qui du coup je pense ne verra probablement jamais le jour avec la thématique historique de Seconde Guerre mondiale et j'ai rouvert une page blanche et je me suis remise à travailler entièrement sur un nouveau projet. Et ce nouveau projet-là, du coup, c'est mon premier roman qui est sorti en octobre 2024 aux éditions de la Rémanence.
Donc bah voilà, pareil, lui, ce premier jet là, je l'ai écrit sur 6 mois. Je l'ai laissé reposer, et puis après je l'ai retravaillé avant de l'envoyer en maison d'édition. Donc c'est pareil, hein, ça a été grande traversée du désert pour essayer de trouver une maison d'édition qui accepte de le porter, parce que le sujet est quand même assez particulier. Hein, voilà, on suit un interne en pédiatrie qui va se retrouver contraint d'effectuer un stage dans un service de cancérologie pédiatrique où il a pas du tout envie d'aller mettre les pieds parce qu'il se trimballe des casseroles familiales qu'il a pas pris le temps de digérer. Donc forcément, le thème fait peur. Et en fait, je trouvais pas de maison d'édition. J'avais soit des lettres de refus, soit des noms. Et en fait, je suis tombée sur le site de la maison d'édition qui s'appelle les Éditions de la Rémanence. Leur soumission était fermée à ce moment-là. Elle n'ouvrait que l'été. Et j'ai vu en fait qu'elle proposait un service d'analyse professionnelle de manuscrits. Et j'ai dit, bon, moi je prends mon roman. Les maisons d'édition n'en veulent pas. Et je sais pas si c'est parce que le thème est trop dur ou si c'est parce que j'écris pas de la bonne manière ou parce que le manuscrit ne vaut rien. Enfin, j'avais besoin d'avoir un retour autre que celui de ma mère et de mon mari, qui me disaient qu'il était très bien, mais voilà, j'avais besoin d'un retour un peu plus neutre. Et en fait, cette éditrice-là, donc Mathilde Palfroy, l'a lu et m'a fait un retour étayé avec 4 pages de commentaires. Et à la fin de son mail, elle m'a dit, bah écoutez, si vous retravaillez ça, ça serait peut-être envisageable pour moi de vous publier. Donc voilà, c'est un peu les étoiles qui s'alignent à ce moment-là parce qu'en fait, ses soumissions à elle étaient fermées en fait à ce moment-là. Je l'avais sollicité pour une analyse professionnelle et finalement elle, bah pour le coup, ça a résonné avec son histoire personnelle. Elle s'est sentie touchée par les personnages et ça a été un oui après quoi. Donc on l'a retravaillé ensemble et j'ai signé chez elle. Donc voilà, parfois c'est des grandes traversées du désert où on se dit oh ok là et un peu d'audace en se disant bon allez tant pis j'ai besoin de savoir et puis finalement un peu de chance aussi hein, c'est une question de rencontre d'alchimie entre deux personnes entre un manuscrit une éditrice enfin voilà c'est beaucoup de chance aussi. Mm. Là, il y a aussi beaucoup d'audace, hein. C'est la porte est fermée, passons par la fenêtre, après tout, pourquoi pas. Et Bah en fait je pensais pas qu'elle me dirait oui en fait quand bien sûr, enfin, mais je l'avais vraiment sollicité à la base pour une analyse professionnelle, tu vois, enfin une lecture de manuscrit. Et puis finalement, ouais, quand j'ai lu le mail, oui, là j'étais contente. C'est sûr, je me suis dit, bah, c'est cool. Ouais. là, c'était hyper touchant le partage que tu as fait sur comment l'écriture est revenue dans ta vie. Et je partage cet aspect très guérisseur que ça peut avoir. Euh, je pense que En fait, t'as tout dit. je me suis rendu compte que j'avais remis l'écriture très vite en fait après le décès de ma fille. Bon, en écrivant beaucoup sur ce que je ressentais, en écrivant des poèmes, en fait, c'est marrant parce que c'est revenu assez vite, mais via des poèmes. Mm. Et du coup, quand je marchais, je notais sur mon application de téléphone des poèmes et puis je les retravaillais le soir sur papier. Et après, j'ai eu besoin de vraiment écrire un peu sous forme de témoignage ce qui s'était passé, mais qui est pas visé d'être publié plus tard. C'est vraiment juste pour moi me souvenir vraiment dans les détails ce qui s'était passé et comment on nous l'avait annoncé. Parce que pour le coup, on a eu avec mon mari beaucoup de chance sur la manière dont on a été pris en charge dans le cadre de ce deuil périnatal. Mm. Les soignantes étaient formées, elles ont vraiment été incroyables. Et j'ai eu envie de garder une trace de ça. Et la manière dont je l'ai écrit, je me suis rendu compte que je le romançais en fait. Enfin, je l'écrivais vraiment avec des descriptions, avec des dialogues. Enfin, et du coup, tout en détapissant ma maison et en écoutant des podcasts d'écriture, je me suis dit bon bah voilà, je pense que là, ça me fait du bien d'écrire à la fois des poèmes, à la fois ce témoignage-là. Bah, peut-être que là, faut que je continue. Et puis aller au bout de ce rêve-là que je porte depuis que je suis toute petite de tenir un roman entre mes mains, et ben, bah peut-être que c'est un cadeau que ma fille me fait, même si clairement je suis pas du tout partisane du tout arrive pour une raison, hein, clairement ça, j'aime pas trop cette phrase-là, mais par contre, ok ça c'est arrivé, mais bah qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ouais. Et bah voilà maintenant j'y vais et j'essaye de me relever tant bien que mal, même si on se remet jamais vraiment, hein. Enfin voilà, Mm. la douleur, je dis toujours qu'elle elle est plus aussi aiguë que il y a 5 ans, mais pour autant,
elle est toujours là, mais elle s'est émoussée. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a permis de revoir mes priorités et, et de renouer avec mes rêves. Ça, c'est sûr que ça a été un déclencheur, un électrochoc très important. Ouais. C'est, je suis toujours extrêmement touché par ces partages-là parce que, euh, en fait, je suis désolé, je cherche mes mots parce que c'est vraiment, euh, en fait, c'est souvent comme ça, effectivement, qu'on se reconnecte à nos rêves. C'est quand il nous arrive un truc vraiment terrible. Alors, euh, et ouais, ça nous revient dessus et à un moment tu te dis, en fait, je peux pas passer à côté de ça. C'est pas possible. Mm. Et là, l'électrochoc est suffisamment grand. Et tu vois, justement, et ton témoignage aussi aide ça, je pense. Euh, Tout le travail que moi j'essaie de véhiculer, c'est ça aussi. C'est de dire, ah, n'attendons pas ces électrochocs pour vivre nos rêves, tu vois. Mm. Et, et c'est pour ça que merci pour ton partage, parce que ça y participe. Mm. Parce qu'effectivement, il y a les électrochocs qu'on prend nous, mais il y a les électrochocs qu'on voit aussi à côté. Tu vois, c'est pas du tout la même chose, mais là où je bossais avant, un jour, un collègue que je connaissais pas du tout, mais un jour on reçoit un mail, voilà, telle personne a fait une rupture d'anévrisme. Il avait 26 ans. Bon, bah là, tu prends une petite claque quand même. Tu dis, Mm. ok, ça aurait pu être moi. Bon, bah peut-être qu'il y a un moment, je vais essayer de faire quelque chose de différent. Et c'est pour ça que c'est bravo d'avoir le courage d'en parler, parce que je trouve que, tu vois, même moi, ça me motive, tu vois. Je me dis, ah ouais, non, vas-y. Ah, s'il y a un coup de mou, non, non, allez, la vie est faite pour être vécue, quoi. Et même si c'est Après, très bateau ce que je dis, mais j'ai des coups de mou aussi, hein, tu vois, bien sûr. ça Mais nous oui, bien sûr. transforme forcément, mais la vie après, le quotidien reprend le dessus malgré tout, et il y a Hmm, forcément des moments où bah on est comme tout le monde, hein. Enfin, c'est pas parce que j'ai hmm. perdu un enfant que je suis devenue une super héroïne. Enfin, il y a vraiment des moments où je m'agace, où quand le feu rouge est trop long, je me- je m'énerve. Enfin, où on est pris dans les aléas du direct, du quotidien, de la vie de famille, etc. Et où bah, j'ai pas toujours une petite voix qui me dit non, tu as perdu ta fille, tu revois tes priorités. Bien Non, sûr. ça, pas du tout. Mais par contre, quand il y a des décisions importantes à prendre ou quand il y a vraiment quelque chose qui m'atteint et que j'ai mes émotions qui débordent, c'est sûr que je fais beaucoup plus facilement un pas de côté en me disant, ok, il y a pas mort d'homme là, on peut peut-être revoir les choses et essayer de redescendre d'un cran, ça m'aide. Mais voilà, je reste quand même humaine et à m'énerver facilement pour tout un tas de trucs. Voilà, c'est C'est normal de toute manière. Après, la vie reste la vie, hein. On est obligé de composer ouais. avec tout ce qu'elle a, quoi. Mais tu vois, encore une fois, je trouve que tu portes très bien ton titre de livre. Je trouve que tu fais beaucoup preuve d'audace pour le coup. Il y a beaucoup de ça. Euh, Ah, c'est fou. Et tu vois, il y a autre chose qui m'a fait euh, qui m'a fait penser. On ne serait pas là sans le podcast de Lucie Castel, effectivement, parce que moi aussi, Mm, c'est ça qui m'a reconnecté à l'écriture, ou en tout cas quand je me suis reconnecté à l'écriture. Je pense qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de podcasts sur l'écriture à part le sien. mm, Et ça me fait toujours rire parce que euh, certains disent mais tu parles d'elle, t'es en concurrence quelque part. Alors déjà, on fait pas du tout la même chose. Et ouais, au non. contraire, je suis infiniment reconnaissant que à l'époque il y ait eu quelqu'un qui partage sur l'écriture parce qu'en fait, sinon je serais peut-être pas là. Et les Mm, auteurs que j'aide aujourd'hui, se seraient peut-être pas aidés ou pas ou mm. différemment. Et donc ouais, Ouais, puis en fait, c'est cool de voir. il y a pas de concurrence entre les podcasts, je pense. Enfin, chacun trouve aussi Non, non, non. la personne avec qui ça match le mieux et puis où on peut picorer sans écouter les épisodes de chacun. Enfin, c'est comme ceux qui disent qu'entre auteurs, faut pas s'entraider parce que on a le même marché et qu'on va se tirer dans les Ouais. pattes. Bah non, en fait, plus les gens lisent, plus le roman de ma copine va plaire, plus les gens vont peut-être avoir envie de lire d'autres livres et peut-être le mien. Enfin, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de Mm. concurrence en fait. Finalement, les Et gens ils sont puis, suffisamment libres de faire ce qu'ils veulent et s'ils exactement. peuvent nous trouver, ils nous trouvent quoi.
Exactement. Que ce soit du podcast ou de l'accompagnement en écriture, c'est aussi Mm, très une histoire d'énergie. Et certains se reconnaîtront chez elle et pas chez moi et inversement. mm, Et il faut tout pour tout à faire un fait. monde. Et effectivement, il n'y a pas, dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il faut pas oublier que l'objectif, c'est qu'à la fin, le plus de livres soient écrits. Donc, quelque part, à la fin, c'est ça. Et, Mm, et ouais, tu vois, à chaque fois, je me dis, putain, c'est fou quand même. C'est vrai que tu sais, sur ta route, tu croises des gens qui te poussent à oser toi-même. Et voilà, la boucle de l'audace, finalement, mm, encore une fois. Mm. c'est Trop ça. cool. On a un peu dévié de ton livre, mais c'était franchement passionnant et je comprends du coup beaucoup mieux comment t'en es arrivé à ce livre-là aujourd'hui. Il sort en mars, c'est ça? En mars, ouais, le 12 mars. Ok. Et Ouais. qu'est-ce que ça fait un deuxième livre qui sort? Est-ce que c'est comme le premier ou est-ce que c'est différent? Alors non, c'est pas pareil que le premier. Le premier, Hmm. je pense vraiment, euh, la sensation d'avoir son premier livre dans les mains, je pense que c'est inédit. Mais quoique j'ai pas encore reçu le deuxième entre les mains, donc Tu peut-être verras. que voilà. Mais non, je pense que je serais vraiment très très heureuse de l'avoir entre les mains, hein, Hmm. bien sûr, bien sûr. Après, c'est une autre étape en fait. Euh, un peu stressante aussi parce qu'on se dit ben voilà, en plus c'est pas du tout le même sujet que le premier, donc est-ce que ça va plaire? Est-ce que j'ai été dans la justesse de mes propos? Est-ce que ça va trouver son public? Enfin, on se Hmm. pose plein de questions. Mais je pense qu'on a vraiment bien travaillé avec la maison d'édition pour main dans la main avoir un manuscrit qui soit le plus abouti. Donc là, je suis plus dans l'excitation de d'avoir les premiers retours de lecteurs et de lectrices, d'avoir voilà des chroniques qui me font un retour en fait finalement parce que là c'est ça a beaucoup circulé dans le monde des éditions Pélagie et dans mon monde à moi où je l'ai pu le faire lire à des amis et à ma famille. Mais là, d'avoir des retours de personnes qui ne me connaissent pas ou qui ont lu le premier roman et qui s'attendent pas forcément à lire sur ce sujet-là parce que, bah, comme le précédent, c'était vraiment plus un roman médical. Là, ça n'a rien à voir, donc il sera peut-être aussi plus facile à promouvoir parce que le thème Hmm. de l'oncologie pédiatrique, ça faisait vraiment peur aux gens. Quand je le Hmm. pitchais en salon ou en dédicace, les gens le reposaient gentiment en disant non merci, en fait là c'est trop difficile pour moi en ce moment, ce que j'entends tout à fait et je leur Ouais. déconseillais justement de l'acheter si ils se sentaient pas en mesure de le lire tout de suite. Mais là, c'est sûr que comme ça parle de destins de femmes qui sont libres, qui sont fortes, qui sont fières, qui vont au bout de leurs rêves malgré les bâtons qu'on leur met dans les roues, ça risque de d'être un peu plus facile à promouvoir que mon premier. Donc ça, j'ai hâte, ouais. Tu parlais de retour. C'est quoi que ça soit peut-être le premier ou le deuxième livre, c'est quel retour qui t'a le plus touché, je dirais? Bah alors pour l'instant, là, j'ai eu deux personnes neutres que sur le premier. Euh, les retours bah alors tous les retours me touchent, hein. Clairement, Hmm. si vous voulez m'envoyer un petit message privé, ouais, voilà, je serais toujours ravie d'avoir votre retour. Les chroniques sur Babelio, sur Amazon, tout ça, c'est sûr que ça aide les auteurs à avoir une visibilité. Mais les messages qui me touchent le plus, je pense, ce sont les messages de parents d'enfants ou de soignants qui ne me connaissent pas et à qui, enfin, qui ont lu le livre, qui ont lu mon roman et qui sont revenus vers moi en me disant, bah voilà, je vous connaissais pas, je vous ai trouvé sur les réseaux où j'ai entendu parler de votre roman, je l'ai lu. Et merci ou bravo, c'était authentique, j'ai adoré, je l'ai lu en 24 heures. Enfin, ça, quand j'ai commencé à avoir des retours de parents qui ne me connaissaient pas, enfin, dont les enfants étaient pris en charge dans des centres hospitaliers ou universitaires qui n'étaient pas le mien, je me suis dit, waouh, en fait là, ça y est, il est allé au-delà de mon CHU, il est sorti de mon cercle intime, et il commence à toucher des gens bah, que je connais pas, et les retours sont vraiment chouettes. Donc ça m'a vraiment touchée, de me dire, ok, là j'ai réussi à retranscrire quelque chose de cette vérité qui est la mienne, hein. C'est pas du tout autobiographique ce premier roman, mais je me suis forcément inspirée à la fois de mon parcours bah, d'interne, de jeune chef de clinique, et puis de maman aussi, à la fois de maman endeuillée à ce moment-là, et puis de maman, de jeune aussi qui a eu des problèmes de santé, qui a dû aller à l'hôpital quand j'avais 12-13 ans. Enfin, voilà, tout ça, ça a fait
une émulsion en fait pour créer des personnages qui sont complètement fictifs. Et les patients aussi sont complètement fictifs, hein, voilà, mais c'est une mosaïque de petits événements que j'ai pu vivre avec des patients qui m'ont fait rire, qui m'ont désarçonné, qui m'ont fait pleurer de joie et pleurer de tristesse aussi. Enfin, voilà, c'était ces retours-là finalement quand on m'a dit vous avez réussi à retranscrire quelque chose qui m'a parlé alors que on n'avait pas le même hôpital, pas les mêmes patients. Ça, ouais, ça a été vraiment incroyable. Mm. Le, j'entends les retours quelque part de gens que tu connaissais pas et qui se sont reconnus vraiment cette résonance que du coup tu peux pas imaginer au début parce qu'en fait tu sais pas qui vont être les gens qui te Mm. connaîtront pas, qui vont lire ton roman. C'est ça. Ben, c'est aussi un peu le stress, hein, Ouais. quand on a beaucoup travaillé sur un livre et qu'on se dit, OK, bah maintenant, faut que je lâche prise parce que j'ai plus de prise sur ce livre. En fait, ça y est, Mm. il est prêt à partir, à prendre ses petites ailes et s'envoler. Là, je prends l'exemple du deuxième, là, qui va déployer ses propres ailes audacieuses pour essayer d'aller, toucher le plus de monde possible. Bah là, c'était pareil pour ce premier. J'avais aucune certitude qu'il trouve, son lectorat. Et finalement, c'est un roman qui a plutôt bien marché. J'ai pas encore eu les retours de la première année de vente. Mon éditrice devrait me dire d'ici peu, mais il a eu plusieurs distinctions littéraires auxquelles je m'attendais pas du tout. Et c'est vrai que bah oui, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi d'avoir ces retours-là. Donc ouais, c'était vraiment chouette. Et comment tu fais dans ta démarche d'écriture pour lâcher prise sur ce regard des autres ou quelque part sur cette forme de pression que peut amener toute la partie, je dirais plutôt commerciale et marketing de la vie d'un livre qui est l'édition et après le fait de la promotion, Mm. etc. Pour pas que ça parasite le côté artistique. Ben, à vrai dire, ces deux romans-là, je les ai écrits avant de partir sur le côté promotionnel. Donc, c'est plus là en ce Mm. moment où je suis en train de travailler sur un troisième roman où, ça résonne plus avec ta question résonne Ouais. plus avec ce manuscrit-là. Mais comme je suis encore dans la phase de brainstorming, je suis pas du tout sur la phase d'écriture, donc je sais pas trop. Par contre, c'est sûr que c'est quelque chose auquel je m'attendais pas quand j'ai écrit le premier et le deuxième et que j'ai découvert seulement dans un second temps où en fait finalement les maisons d'édition s'attendent aussi à ce que l'auteur ait bah enfin soit s'implique en fait dans le côté promotionnel et c'est quelque chose auquel j'avais Ouais. pas du tout conscience avant. Donc après j'aime bien. J'avoue, je trouve c'est chouette de créer des posts, d'essayer de voir de quelle manière on pourrait accentuer tel thème, présenter tel personnage. Enfin c'est un côté assez chouette. Mais par contre c'est très chronophage. Et Oui. c'est quelque chose qui me pèse, pardon, beaucoup quand je suis en phase d'écriture d'un projet et qu'à côté il faut aussi que je fasse de la promotion. Donc là c'est sûr que là je vais rentrer dans la phase de promotion du deuxième, donc je vais mettre de côté mon projet pour pouvoir me consacrer plus là sur les prochaines semaines à la création de postes et à la communication sur les réseaux. Mais ouais, j'ai perdu la question de départ, pardon, Non, je non, me suis t'inquiète, perdue, mais non. c'était très clair et en fait, t'as répondu à une autre question que je me posais parce que euh, du coup, j'ai compris que t'avais tout de suite, tu t'étais tourné vers l'édition, je dirais, classique euh, et, et quelque part, à aucun moment dans ton partage, j'ai pu sentir que ça t'avait bloqué ou parasité dans ton processus. Et en fait, tu viens de le dire, c'est-à-dire que tu pensais pas du tout quand tu étais dans le processus d'écriture. Et ça aussi, je trouve que c'est assez impressionnant parce que très souvent, et en tout cas, j'en croise beaucoup puisque c'est aussi le cas de certaines personnes que j'accompagne, de se libérer de ce regard de toute la partie après. Mm. Quand ton intention c'est d'écrire un livre pour toi, que ça soit parce que c'est un accomplissement personnel, une guérison, un héritage, un hommage, ce que tu veux, mais vraiment quand ça te touche à toi, euh, c'est important de réussir à se détacher de ce que tu pourrais attendre vis-à-vis des autres avec ce livre. Et, euh, et ben, du coup, bravo de l'avoir fait très naturellement de ton côté, puisqu'en plus, à mon sens, c'est surtout ça qui donne aussi beaucoup d'authenticité à ces textes-là. Et parfois, ça, voilà, quand tu fais preuve d'audace et quand tu as aussi, bah oui, évidemment, un peu la chance, le timing, toutes les étoiles qui s'alignent, c'est ça qui touche aussi les éditeurs. Euh, Après, tu peux avoir aussi la posture Ouais. totalement inverse, de dire Mm. j'ai envie d'être édité, et donc je m'aligne avec ce que fait la maison d'édition et j'oriente toute ma phase de réflexion
vers ça. Mais c'est pas du tout la même posture. Et c'est très difficile Mm. de s'adresser à un livre qu'on écrit pour nous, tout en voulant le faire éditer, parce que les deux, ça crée une espèce de dissonance qui te désaligne, quoi. Et je le partage beaucoup, ça, donc à chaque fois, je le répète, mais, Mm. mais voilà. Et du coup, je sais plus où j'allais, mais si, voilà. Du coup, je sentais que chez toi, tu avais bien réussi à faire la séparation des deux. Et j'entends du coup que maintenant, effectivement, faire les deux en même temps, la partie très promotionnelle et très écriture, c'est pas forcément évident de lier les deux et de faire un morceau après morceau, quoi. Après. Bah, j'essaye de scinder parce que j'ai pas le temps. Je peux pas faire les deux. Parce que du coup, je suis toujours pédiatre la journée, je suis maman dans la deuxième partie du tunnel du 18-20 heures. Et quand les enfants sont couchés, j'essaye de me consacrer à ma vie d'autrice. Et entre deux, il faut quand même que j'arrive à dormir. Donc voilà, je suis obligée de revoir mes priorités. Et, j'ai un rétro-planning, j'essaie d'être rigoureuse dans le processus d'organisation. Enfin voilà, Hmm. j'essaye d'être très organisée. Après, voilà, des fois, il y a le quotidien qui vient tout chambouler et j'essaie de faire comme je peux. C'est souvent l'écriture qui saute dans ces moments-là. Mais puis il y a la fatigue aussi, hein. Parfois, quand on a une vie à 100 à l'heure, bah, j'essaye. Je suis plus attentive aux signaux de mon corps qui me dit là stop, là faut Hmm. lever le pied. Et à ce moment-là, c'est l'écriture qui en pâtit. Et je me dis bah c'est pas grave en fait. Si j'essaye d'insister et même si j'ai beau être très organisée, savoir qu'est-ce que je veux faire à tel moment et où, quand, comment, si mon corps il suit pas et que ça va trop vite là-haut, je vais perdre les pédales et je vais tout foirer. Donc dans ces moments-là, je mets tout de côté, j'ouvre un bouquin, je vais dormir à 21h et pendant 3 jours je fais ça et puis ça va mieux. Donc Et ça fait du bien. écrire un manuscrit et faire de la promotion à côté, j'y arrive pas en fait. Ouais. Donc là voilà, mon projet, je vais le mettre de côté là pour les prochaines semaines, puis je le reprendrai vers l'été quand la phase de communication et de promotion sera terminée. Mais c'est pas forcément facile parce que quand on a déjà brainstormé, qu'on a nos personnages, qu'on commence à avoir un peu le le squelette bah on a envie de passer à la phase d'écriture. Enfin, Oui. j'ai envie, mais je me dis bon en fait c'est pas plus mal que je fasse des pauses, que ça aille par étapes. Puis bon voilà, je pense que moi je serais pas une autrice qui réussira à sortir un roman par an. J'ai fait le deuil de ça aussi, mais bon bah voilà, enfin parce que j'ai 100 000 histoires et je suis obligée de faire des choix sur les projets sur lesquels je travaille. Hmm. Et c'est des fois dur de me dire non non Marie là en fait t'as choisi ce projet-là, tu vas jusqu'au bout parce que si tu repars, c'est le shining object, non ils disent pas comme ça les Ouais, le Anglais, shiny object. d'être attiré par Ouais, l'objet brillant en se disant c'est ça. là, quand ça commence à être trop dur, qu'on est dans le ventre mou d'un roman et qu'on se dit non, mais en fait, je vais faire ce truc-là, ça a l'air carrément mieux. Non, 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 ça, j'essaye me, me refocaliser, de me discipliner pour Hmm. dire non, là, en fait, je vais jusqu'au bout. Mais c'est Je, pas facile. je l'appelle le syndrome du manuscrit de Schrödinger, moi. Ce syndrome-là. Il est là, mais Il est là, mais il est pas là. Et ça, sur toutes les idées que t'as, parce que tu les recommences à zéro à chaque fois, dès que t'as une nouvelle idée. Et ouais, c'est pas facile. Et d'ailleurs, tu vois, je suis assez impressionné parce que du coup, tu partages des choses que moi, traite avec les auteurs, justement pour qu'ils arrivent à faire comme toi, tu vois, à se libérer de ça. Et tu vois, par exemple, de dire, je fais le deuil de réussir à écrire un roman par an, c'est probablement de réussir à faire ce deuil-là qui te permettra d'en écrire un maximum, tu vois. Et le fait de choisir l'idée qui te parle le plus, c'est aussi probablement ça qui te permettra d'écrire le maximum d'idées. Parce que du coup, vraiment, tu es dans ce démarche de dire, OK, choisir ses préférés. Et c'est ça que j'ai envie d'amener au bout, quoi. Et, et tu le fais de manière naturelle ou t'as euh, travaillé pour... euh, je sais pas trop comment répondre. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres de développement personnel quand j'ai Ok, traversé ouais, ma grosse je phase comprends. de désert là, quand j'allais pas du tout bien après le décès de ma fille. L'écoute de podcasts aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, l'écoute de d'auteurs, mais aussi de personnalités publiques ou pas publiques en fait, hein, juste en fonction des invités des différents podcasts. Je pense qu'en fait, ça m'a nourri.
Je pense que il y a mon expérience personnelle et professionnelle aussi probablement qui m'aide à faire des pas de côté quand il faut, mais des fois j'y arrive pas du tout, hein. Des fois, mon mari est à côté de moi, il m'écoute pester, il écoute, il fait oui, 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 Oui. je sais, mais t'inquiète pas, ça va aller. Je fais oui, merci. Ben voilà, les lectures, l'écoute de podcasts, les discussions. Je pense Mm. que c'est quelque chose qui vient nourrir en fait. Enfin, donc c'est pas du tout naturel. C'est plus quelque chose que je construis au fil de l'eau Au fil depuis de l'eau. quelques années en fait. Mm. Mais j'ai pas de recette miracle. Ouais, ça C'est n'existe quelque chose pas. qui infuse en fait avec Mm. tout ce que je peux écouter, lire au quotidien depuis toujours en fait. Mais il y a des moments où je galère et où j'ai besoin du coaching de mon mari pour me Mais remettre sur les c'est, rails en me disant non mais là en fait voilà. de toute façon, tu l'as très bien résumé. Il n'y a pas il y a pas de recette miracle. Moi, je trouve ça toujours très intéressant de voir comment les gens, tu vois, réussissent à prendre conscience de ces choses-là, parce que c'est pas évident, tu vois, quand t'es tout seul. Et, euh, et effectivement, la seule recette miracle, c'est de s'écouter et d'oser regarder nos peurs ou nos croyances un peu droit dans les yeux, quoi. Et, euh, et bravo pour le faire. Même si évidemment il y a toujours des moments où c'est difficile et comme tu l'as dit, parfois les impératifs de la vie, dans lequel je range la santé, c'est-à-dire que sacrifier son temps de sommeil ou je sais pas quel autre truc pour écrire son livre, c'est pas tenable sur Mm. plusieurs mois. Donc prenons soin de nous, c'est quand même important. Mm. Mm. Bah, disons qu'il y a des moments où je mets un coup de collier. Enfin là, quand de septembre à Mm. décembre, il a fallu que je retravaille avec la maison d'édition pour rendre un manuscrit propre en décembre pour pouvoir l'envoyer sur la mise en page, le graphisme, la correction, etc. C'est sûr que là, j'ai pas compté mes heures. Je me suis couchée vraiment tard et j'ai douillé en décembre, même janvier. Là, je vois, j'ai du mal. Donc Nous les, voilà, c'est compliqué, mais voilà, j'avais une deadline à respecter et je savais que passer cette deadline-là, je pourrais me reposer et que ça serait plus simple. Donc faut pas le faire sur le long cours. Je suis d'accord avec toi. Faut le faire sur des temps très courts et même sur un temps très court, s'il y avait des jours où je pouvais plus, j'étais trop crevée, j'étais en déficit de sommeil. Et je dis bah tant pis, là je prends 3 jours, je me couche à 21h et voilà quoi. et Donc hop, faut s'écouter, je ouais, suis d'accord, faut s'écouter. Faut se faire parfois violence en se disant non, oui. je me mets un coup de pied aux fesses et j'y vais. En fait, je pense que c'est toujours une question d'équilibre. C'est comme dans Mm. tout, dans la vie. Une question d'équilibre entre la ténacité, de l'audace, de la volonté et un petit coup de pied aux fesses quand il y a besoin et se dire, OK, là, je vais peut-être un peu trop loin. Faut que je m'écoute et c'est pas de la faiblesse. Ouais. C'est écouter sa vulnérabilité et se dire, OK, bon, bah là, en fait, juste, je peux plus. Bah, c'est pas grave. C'est pas un aveu de faiblesse. C'est juste un aveu de réalité et juste, je prends un peu Mm. de temps pour moi et je reviendrai beaucoup mieux que si je vais creuser plus profond et que je me relève pas. Donc, une question d'équilibre. C'est pas forcément facile à doser. Puis des fois, ça va, voilà, faut un équilibriste sur un fil, quoi. Ouais, t'as raison, t'as raison. Tu l'as très bien résumé. C'est à la fois réussir à avancer, mais pas à s'épuiser. Et chacun a ses enjeux autour de cette fine ligne. Moi, je sais que c'est plutôt le côté, justement, jamais s'arrêter, tu vois. Et effectivement, je connais un peu aussi comme toi, parfois les 2, 3 jours où 21h, c'est au lit, ça fait plus rien. Et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de s'autoriser ces moments-là Mm. où tu te perds sur les réseaux à écouter que des trucs qui n'ont aucun sens. Enfin voilà, tu déconnectes ton cerveau et parfois Mm. ça fait beaucoup de bien. Mm. Mm. Puis on n'a Mm. pas tous les mêmes formes physiques, il faut pas se comparer avec celui qui arrive à écrire Ouais, bien un sûr. roman en 3 mois et on se dit, oh, je sais pas comment il fait. Oui, mais bah, cette personne-là n'a pas forcément ton travail à côté, des enfants, les mêmes Mm. impératifs personnels ou professionnels, et c'est complètement ok. Enfin, voilà, ne pas tomber dans la comparaisonnite aiguë, c'est pas Ouais, forcément facile, mais il faut toujours faire ce pas de côté-là, en se disant, ouais. non mais faut pas enfin, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est pas ça, c'est pas ça. Si, si. C'est ne pas comparer les petits pois et les haricots, quoi. Ouais, ouais, Voilà, c'est tout essayer à fait de. ça. Moi, j'avais entendu une phrase, et alors, à chaque fois je la répète, mais je me rappelle plus de qui elle est, mais qui disait quand tu regardes la réussite de quelqu'un sur Instagram, en gros, tu es en train de comparer ton moteur à la carrosserie de Mm. la personne. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, compare des choses qui sont comparables. Et une fois que tu prends ce recul-là, c'est beaucoup plus facile aussi. C'est beaucoup plus facile. Mm. Donc, Mais ouais. quand on est déprimé,
c'est pas le moment où faut aller sur Instagram parce que ce Ouais, oui, oui, recul-là, c'est plus difficile. bien sûr. Ouais, il y a des Ouais. moments, c'est ça, ouais. Et c'est difficile aussi de. Ouais, Ouais, c'est ouais, difficile. Bah c'est. puis bon, je pense qu'on est tous un peu accros à nos smartphones. On Bah, dégaine assez facilement et depuis que j'ai installé une application de limitation de temps d'écran, je vis beaucoup mieux aussi. ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une bonne astuce. Moi, ma sœur, elle m'avait dit de passer l'écran en noir et blanc. Et effectivement, tout est Ah vachement moins oui. sexy quand c'est en noir et blanc. Ça te donne vachement moins envie de regarder ton téléphone. Oui, Ouais, il y a plein de effectivement. petites astuces, Mm. petites astuces comme ça. Voilà. Trop bien. Et t'aurais quoi comme anecdote sur nos ailes audacieuses que tu un truc un peu insolite. J'aime bien poser cette question à la fin. Un truc que tu raconterais pas forcément, mais voilà qui Un parle truc que je de ce livre raconterais, finalement. un truc dossier, vraiment genre Une anecdote, ce que tu veux sur le processus, sur le euh, livre, un truc rigolo. bah, Vraiment, sur le sens-toi libre de partager processus, ce qui te vient. un truc rigolo. Alors je sais pas si c'était très rigolo, mais j'étais jamais montée dans un petit avion. Hmm. J'avais pris des vols long courrier et en fait pour me rendre compte des sensations au décollage, à l'atterrissage, en fait j'ai la chance avec mon association de quartier, c'est tombé pile pendant le moment de la réécriture, donc au niveau de la correction. Donc j'avais accouché, je n'étais plus enceinte, mais donc j'ai réussi en fait à faire un vol en ULM. Donc il m'a permis de en plus le gars était sympa, hein, il m'a laissé les commandes donc j'étais un peu stressée quand même. J'ai arrêté de regarder les champs, voilà le château de Lunéville qui était magnifique sous le soleil. Non, là j'étais rivée à l'altimètre et j'essayais de garder le truc que l'avion pique du nez. Enfin, donc cette sensation-là de tenir l'avion, c'était quand même un truc incroyable. Donc ouais, il m'a laissé voler quand même une bonne dizaine de minutes, mais quand j'ai redonné les commandes, j'étais épuisée. Et donc il a fait l'atterrissage, le décollage, et j'étais avec mes deux enfants et mon mari qui étaient sur le bord de la piste et qui applaudissaient quand j'ai atterri. Donc ça c'est un super souvenir parce que je me souviens en vol penser à toutes ces aviatrices dont je m'étais inspirée, qui ont vraiment bouleversé la condition féminine de l'époque, hein, parce que dans les années 30, les femmes, elles étaient cantonnées au rôle d'épouse, de femme au foyer, et elles n'étaient pas du tout autorisées à avoir un métier, et encore moins de devenir aviatrice. Et quand j'étais dans les airs, c'est à elles que je pensais, en me disant, waouh, je comprends en fait cette sensation incroyable qu'elles avaient d'être en l'air, parce que c'est pas quelque chose qu'on ressent quand on est sur un vol long courrier. Les sensations sont pas du tout les mêmes, et je suis contente d'avoir eu l'occasion de faire ça pour pouvoir vraiment réinstiller toutes ces sensations-là dans le roman. Donc Putain, j'adore cette voilà, anecdote. J'adore. voilà, c'est cool. Ah, c'est trop cool. Non, ça, tu vois, justement, je trouve que ça donne d'autant plus de corps, tu vois. C'est vraiment plongé dans l'exercice, quoi. Tu t'es dit, bon, j'écris Ouais, sur les c'est ça. avions, Ouais, allez hop, on va monter dans un ouais. avion. Mais Ah, c'est c'était trop bien. vraiment un concours de circonstances en fait où on a une petite gazette qui arrive dans notre boîte aux lettres de temps en temps et en fait ils proposaient un vol en ULM telle date, merci de vous inscrire. Ok, bah go. Donc c'était Incroyable. vraiment un coup de chance parce que depuis 2 ans ils n'ont pas reproposé ça donc c'était vraiment, je pense que Hmm. c'était fait pour moi. C'est trop cool. Et t'as parlé des aviatrices qui avaient pu t'inspirer. Ouais. C'est lesquelles, si tu te rappelles des noms, qui. Alors celle qui m'a vraiment inspiré le roman, c'est Adrienne Bolland. Ok. Alors elle a eu un parcours incroyable. Donc elle a commencé à voler en France. Donc faut savoir que la plupart des aviatrices, elles étaient considérées comme des clowns en fait de Hmm. voltige. En fait, il y en avait très peu qui étaient prises au sérieux. Et en fait, cette nana-là, elle a traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Argentine. Et ça a été la première femme à traverser, enfin, à voler au-dessus de la cordillère des Andes en 1921, là où tous les hommes avant elle avaient échoué. Et elle a atterri à Santiago du Chili en ayant frôlé la mort et en arrivant comme une championne incroyable. Les gens ne pensaient pas qu'elle allait réussir. Et il faut savoir qu'elle a atterri le 1er avril 1921 sur l'aérodrome de Santiago du Chili. Et l'ambassadeur de France a cru que c'était un poisson d'avril.
quand on lui a dit elle est arrivée de l'autre côté, ça y est. Donc voilà. Et en fait, elle s'est fait lâcher par le gars qui lui avait prêté son avion en Argentine. Donc elle a dû revenir sur un transatlantique en étant femme de chambre pour payer son retour, son billet retour. Et ensuite, elle s'est engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et elle est décédée vieille dame quoi. Donc Putain, voilà c'est le incroyable. et en fait, c'est en lisant sur ces aviatrices-là suite à l'interview de Dorine Bourneton qu'en fait j'ai découvert mais des tas et des tas de d'aviatrices comme ça, hyper inspirantes, hyper drôles aussi. Beaucoup ont perdu la vie très jeunes, ben, sur des accidents dramatiques, mais des femmes comme elle ou Marie Marvin qui ont vécu voilà à des âges très avancés mais qui ont touché à tout, qui ont été vraiment curieuses de la vie et audacieuses. Enfin voilà, c'est des destins qui sont incroyables. Donc bah moi mes deux héroïnes finalement elles sont inspirées de ces femmes-là. Mais c'est pas du tout des trajectoires biographiques en fait. Hmm. J'ai lu beaucoup sur ces femmes-là et ensuite j'ai dit ok, euh, qu'est-ce que je veux donner comme message et quelle trajectoire de vie je peux inventer à cette Madeleine qui vit dans les années 30 dans la communauté française de Buenos Aires en Argentine et qui a très envie d'intégrer l'aéropostale. Et voilà, et c'est parti de là. Et Putain, c'est pour génial. son pendant du coup de personnage contemporain qui s'appelle Émilie, bah c'est pareil, je me suis inspirée du parcours de Dorine Bourneton, mais c'est pas du tout son parcours à elle en fait. Certes, elle a un grave accident qui fait qu'elle perd l'usage de ses jambes, mais derrière, son parcours à elle est complètement différent de celui de Dorine. Mais voilà, disons que c'est une étincelle de chaque côté qui m'a fait tricoter des personnages complètement fictifs, mais pour aller sur des personnages très résilients, euh, lumineux et libres en fait, qui se battent pour leurs rêves. Voilà. Putain, ça m'a trop donné envie là. Je suis, Ah bah c'est ouais, cool, tant mieux. ouais, trop cool. Et du coup, il y a deux temporalités, c'est ça? Il y a C'est ça. les années 30 et les années aujourd'hui, c'est ça? Alors c'est 2010 2010, et ok. alors pourquoi 2010? Parce qu'en fait j'avais besoin pour un souci de cohérence et de réalité que une loi soit passée très peu de temps avant. Parce que par exemple si J'adore. c'était en 2026, si on tape bah voilà je suis paraplégique et je veux voler, on trouve tout de suite la réponse. Que dans les années 2010 en fait c'était tout récent qu'en fait il y avait une non je vais spoiler là mais voilà Ouais, des licences c'est incroyable. pour les pilotes paraplégiques et du coup ben voilà grâce à Dorine Bourneton notamment et qui permettent du coup derrière d'aller chercher ses rêves derrière quoi. J'adore ces petits détails de cohérence qui donnent vraiment tout le corps au roman. Enfin vraiment, t'es trop cool. Ça donne vraiment envie. Et petite, ça m'est venu comme ça. La fameuse Dorine, là, t'as pensé genre à lui faire un mot ou à lui envoyer ton Alors livre. ouais, j'aimerais Ouais. bien, mais j'attends de recevoir mes exemplaires d'autrice pour pouvoir lui Ah en là là. offrir un. Mais oui, Putain, carrément, je pense que incroyable. ça fait partie du plan com que j'ai en tête. Ça serait chouette si je Incroyable. pouvais lui Ouais, ça offrir. serait trop cool. Sachant que, bon, je lui fais sa petite pub aussi, hein. Elle est aux têtes de Montparnasse, en fait, sur un spectacle qui s'appelle Voltige, où elle Ok. raconte en fait sur scène avec un mélange de théâtre et de danse, son parcours. Donc j'aimerais beaucoup aller voir son spectacle. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, jusqu'en fin avril, je crois, Voilà, allez voir petit le spectacle spectacle. de Dorine Bourneton. Moi, je compte y aller, j'ai très très envie d'y aller. Mais Incroyable. voilà, enfin c'est une dame qui m'a énormément inspirée, à la fois pour mon personnage, mais aussi pour mon parcours personnel Ouais, comme tu disais, ouais. qui enfin voilà sur le fait de se dire ok bah ok la vie m'envoie des bâtons dans les roues qu'est-ce que j'en fais maintenant Ouais. et qu'est-ce que je peux en tirer et de pas se laisser abattre même si voilà elle explique bien que c'est pas facile tous les jours et que des fois bah voilà on a juste envie d'aller se terrer dans un trou et de Et de plus bouger, souffler ouais. un peu mais voilà de d'apprendre à s'écouter aussi et, ouais je sais pas je pense que c'est du Ouais. dépassement de soi mais moi elle m'a énormément impressionnée et inspirée. Donc oui, oui, j'espère pouvoir avoir l'occasion de lui offrir mon roman. Putain, je te le souhaite trop. En vrai, je trouve que c'est magnifique ces boucles qui se ferment. Et ça serait vraiment, vraiment trop cool. Je te le souhaite. Ouais.
Merci beaucoup Marie pour tous tes partages. Merci à toi. C'était vraiment très inspirant et j'espère et en fait non, comme je le disais, je suis sûr que comme Dorine t'a touché, ton partage touchera quelqu'un et peut-être que c'est ça qui le lancera dans l'écriture et donc merci pour ça. Bah, je lui souhaite, ouais. Faut oser.